Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier cours de la série et on va essayer de faire un bilan. Quand j'appelle un bilan, c'est-à-dire un très petit bilan sur un très vaste sujet et voir un peu les enjeux et les perspectives. Donc, l'idée, c'est de se demander comment décrire et écrire la place des femmes dans l'histoire et la société vietnamienne et quelles thématiques pourraient être revisitées par des allers et retours entre aujourd'hui et l'histoire longue. Évidemment, il y a beaucoup de thématiques, mais il faut toujours faire un choix ou des choix. Donc, durant toute la série de cours, nous avons privilégié ce que j'appelle l'approche d'en bas, c'est-à-dire à partir des individus, à partir du concret, de l'histoire des femmes, de l'histoire intime et de celle des relations interpersonnelles. Je voudrais dans ce dernier cours, tout d'abord, remonter aux relations hommes-femmes dans le folklore et la culture transmise oralement, avant de revenir au présent avec les constats de mon début d'investigation du côté des jeunes générations nées après 1975. Donc, je vous rappelle ce schéma qui nous montre, donc, si vous avez été au premier cours, je crois, au premier cours, après la leçon inaugurale. Donc on a mis ici d'un côté les événements politiques et de l'autre côté les idéologies, les valeurs, etc. Il y a un élément très important dans ce schéma qu'on n'a pas eu le temps de regarder de trop près. Aujourd'hui, on essaiera de le faire. On a identifié dans les racines de la culture vietnamienne ce qu'on appelle la civilisation sud-est asiatique. Et on a dit que ces éléments autochtones ont perduré durant non pas seulement 2-3 millénaires, mais bien plus. Parce que cette racine est beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde que la période immédiatement avant la domination chinoise. Et immédiatement avant la domination chinoise jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà plus de 2000 ans. D'accord ? Donc, et puis à droite, on a mis croyances populaires toujours. Et même quand on ne le met plus, il y est toujours. D'accord ? Donc aujourd'hui, on essaiera de voir un tout petit bout de ces idées, de ces croyances, de cette culture populaire. On a parlé à un certain moment du culte de la fertilité. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'autre chose. Donc aujourd'hui, d'abord, les relations hommes-femmes dans le folklore, notamment les kasiao et les romans en vers. Quand je dis les romans en vers, ce sont des romans en nom, qu'on appelle en vietnamien truyện nom. Donc, voici une liste non exhaustive toujours, une liste des ouvrages les plus importants qui sont des recueils en quốc ngữ, c'est-à-dire en écriture romanisée, du folklore, et notamment des proverbes et des kasiao. Les kasiao, encore une fois, ce sont des chants populaires. Au début, c'était la parole des chants. Donc c'était des chansons, et après on peut aussi créer des kasiao en eux-mêmes, c'est-à-dire des couplets de vers de 6 et 8 pieds. Ça peut avoir d'autres formes, mais la forme la plus commune, c'est ça. Donc je n'ai pas traduit les titres parce que c'est tous des recueils de kasiao et de tục ngữ, des proverbes. Je vous demande de bien regarder la première édition pour voir de quand ça date. Donc ce sont les plus importants. Et depuis la leçon inaugurale et le premier cours, nous avons été amenés à remettre en cause le caractère trop souvent proclamé comme patriarcal, exclusivement et ou profondément confucéen de la société et de la culture traditionnelle vietnamienne. J'ai attiré votre attention sur les métissages depuis le mythe de fondation du peuple vietnamien, les métissages, les successives acculturations plus ou moins réussies, où des cultures diversement autochtones se sont imprégnées d'apports exogènes avec à la fois une résistance consciente persistante
et des efforts d'adaptation, d'appropriation, de renouvellement de soi, de transformation, d'évolution créative. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une seule forme définie une fois pour toutes de produit d'une telle évolution. Mais toujours, dans différents contextes spatio-temporels, il y a toujours eu des tensions, des ambiguïtés, des éléments récalcitrants et d'autres éléments plus originaux ou plus novateurs, au début perturbateurs, puis au fil des ans ou des siècles, bien mieux partagés, bien mieux appropriés. Si on a le temps, à la fin du cours, je vais vous montrer des exemples de ces produits qui, au début, perturbent et ensuite devient beaucoup plus partagé, beaucoup mieux approprié. Il en est ainsi de la culture vietnamienne en général, comme de la relation homme-femme qui nous intéresse plus particulièrement. Aujourd'hui, je souhaite revisiter avec vous cette relation telle qu'elle s'exprime dans le folklore et dans la culture oralement transmise au Vietnam depuis des centenaires. Donc il y a d'une part le folklore proprement dit, avec de nombreux genres, comme par exemple les mythes et légendes, les contes, notamment les contes dits côtes, c'est-à-dire les contes qu'on raconte aux enfants, mais souvent parlent des choses d'adultes. C'est comme les contes de Grimm en Occident. Donc les côtes, les contes, et aussi les contes humoristiques, un genre très particulier du Vietnam, ça s'appelle en vietnamien truyện tiếu lâm, des genres humoristiques, des chants, des ca dao, donc des proverbes, des expressions toutes faites, des proverbes en vietnamien tục ngữ, et des expressions toutes faites, thành ngữ. Et d'autre part, donc il y a d'une part ce folklore proprement dit, et d'autre part des œuvres en nome. Je vous avais expliqué, le nome c'était des éléments des idéogrammes chinois qu'on reprend, qu'on combine d'autres manières pour transcrire le parler vietnamien. Il y a les œuvres en nome des lettrés, des mandarins et des grands auteurs, comme Nguyen Du, c'est un grand auteur, mais aussi des romans en vers anonymes qui sont connus et préservés par la transmission orale, par des spectacles comme les tons, les tiers, par des chanteurs populaires, plutôt que par des livres imprimés. J'évoquerai aujourd'hui essentiellement les ca dao, parce qu'ils sont très largement utilisés à maintes occasions, comme berceuse déjà, comme chant accompagnant et rythmant le travail, ce qu'on appelle le hò cây lúa, le hò chèo ghe, c'est-à-dire des chants qu'on chante pendant qu'on travaille. Et comme chant alterné entre filles et garçons pour faire connaissance, pour s'amuser, c'est-à-dire comme ce sont des chants alternés, du côté des garçons on chante quelques couplets de ca dao et puis de l'autre côté on répond par d'autres chants. Le chercheur Nguyễn Văn Huy a été le premier à faire une thèse sur ces chants alternés, ou comme déclaration d'amour. Je dis déclaration d'amour parce que je ne sais pas comment traduire autrement ce qu'on appelle le hò giao duyên en vietnamien. J'aime pas utiliser le terme flirt parce que flirt, ça évoque l'idée d'amour passager, pas sérieux, etc. Alors que le hò giao duyên, ce sont des dialogues, des conversations plus ou moins plaisantes, mais qui peut être le début d'une relation amoureuse parfois durable. Et puis on les utilise aussi, les ca dao, dans les citations courantes, dans le langage courant, dans la littérature populaire imprimée comme la littérature sur l'Internet que je vous avais présenté auparavant, les audiobooks, les livres audio, et aussi dans les vidéos de cải lương. Il n'y a pas une seule pièce de cải lương où on ne cite au moins un ca dao. Des fois, on en cite plusieurs. Donc, nous serons amenés à citer également les proverbes. Le proverbe en vietnamien, c'est tục ngữ. Étymologiquement, ça veut dire ce qu'on dit, ce qui est communément dit. Alors, quand c'est un tục ngữ, ça exprime de manière concise des recommandations, des codes de conduite, des conseils ou des constatations de sagesse populaire. Donc, on va commencer par la sexualité et l'amour. Ce sont des thèmes très tabous dans la morale confucéenne. Et donc, on en déduit souvent que c'est très tabou aussi dans la morale traditionnelle vietnamienne. Pas du tout. Là, ce sont que quelques spécimens du genre.
D'accord? Donc, vous avez besoin qu'on explique un peu, qu'on décode un peu, parce que la plante de patate douce, ce n'est pas la patate douce en elle-même, mais c'est la plante, ce sont les feuilles qu'on mange comme légumes. Et comme c'est une plante qui demande une terre aérée, alors il faut qu'on bêche, qu'on utilise une bêche ou une pelle pour aérer la terre. Donc si on aère la terre, la plante pousse vigoureusement, voilà. Donc c'est ça qu'on veut dire. Thailai, je ne sais pas si traduire, c'est une herbe folle. Mais voilà, encore une fois, quand il y a des crottes de chien, ça pousse bien. Et la dernière, le dernier, je pense que c'est déjà plus moderne parce qu'il y a la seringue. Si la seringue pique dans la chair, ça fait mal, mais si la chair pénètre dans la chair, on ne s'oublie plus. D'accord ? Donc ce sont des proverbes. Les proverbes, ce sont des constats. On constate que ce n'est pas sentimental, c'est rationnel. Ici, c'est des kayas, c'est beaucoup plus sentimental. Donc je vous laisse apprécier. Quand on parle des souris qui cuinent dans leur trou, sois prudent quand tu te déplaces, ça veut dire que la jeune fille est encore chez ses parents, sa mère est couchée à côté, pas loin, et pourtant, ils arrivent quand même à s'amuser. Voilà. Donc, c'est juste pour rappeler que la morale confucéenne, ça existe bien. Ça influence beaucoup, fortement, longuement, mais ce n'est pas tout. Il y a toujours autre chose. L'autre, ça c'est la relation conjugale au point de vue sexuel. Au début, donc, j'avais 15 ans, il me trouvait trop petite, ne me voulait pas dans son lit. Maintenant que je suis dans mes 19-20 ans, c'est différent. Et quand la jeune fille est trop jeune, elle dit « Je vous en prie, ne faites pas ça. Je n'ai jamais connu fleur ni lune. Je pense que vous vous rappelez que fleur et lune en vietnamien, ça veut dire relation sexuelle. Donc je suis trop jeune, je ne sais pas, mais je vais appeler ma sœur aînée. Elle le sait. D'accord? Et je dois vous faire voir ce que c'est que le khan. C'est un foulard, mais c'est un foulard qu'on peut utiliser à faire plein de choses pour garder chaud ou bien, dans la plupart des cas, pour se faire belle, déjà, chez les jeunes filles. Mais aussi pour mettre sur la tête quand le soleil est trop piquant, ou bien quand on veut aller se baigner dans le fleuve, ça peut servir aussi de serviette de bain. Donc c'est à multiples usages. Et comme les jeunes filles, les femmes plus âgées, les hommes aussi ont chacun et chacune un foulard comme ça peut remplacer la personne elle-même. Et voici l'un des plus beaux. Ah oui, aussi bien les hommes que les femmes s'en servent de ce foulard. Au début, c'est un foulard qui est d'origine khmer et qui est maintenant très très populaire, qui est resté toujours populaire dans le sud Vietnam. Et voici l'un des plus beaux kayas, à mon avis, sur l'amour. Donc, pour qui le foulard languit-il d'amour? Pour qu'il tombe par terre, pour qu'il se remette sur l'épaule, pour qu'il essuie les larmes. On peut utiliser son foulard pour essuyer les larmes aussi bien que pour essuyer la sueur quand on travaille dans les champs. Donc ici, c'est pourquoi le foulard il ne se tient pas à une place, pourquoi il bouge? Parce que le cœur est mouvementé. Voilà. Donc, pour qui les yeux languissent-ils d'amour? Pour que ses yeux ne puissent pas dormir tranquilles. Et le deuxième, c'est un kaya du Nord-Vietnam, très vieux ce kaya, et j'ai essayé de traduire parce que dans l'original, c'est si seulement le fleuve est aussi large que ça. Gain, c'est ça, c'est l'espace entre le pouce et voilà, c'est un espace comme ça, c'est à peu près 20 cm. Si seulement la largeur du fleuve ne soit que ça, pour que je puisse, avec le cordon de mon cache-sein, encore une fois, le cache-sein, c'est vraiment le costume traditionnel féminin et pas du tout le haoyai, comme on dit par erreur.
traditionnellement depuis des millénaires, c'est le cache-sein. Donc voilà, je me servirai du cordon de mon cache-sein pour jeter un pont sur le fleuve. Et ici, le kangdang, c'est encore le foulard que je vous avais montré tout à l'heure. Il est imbibé d'eau. C'est parce que tu tardes à venir que je suis mariée. L'autre, c'est peut-être un batelier ou un pêcheur, quelqu'un qui normalement habite, est logé dans sa barque. Mais un soir, il voulait monter voir quelqu'un. Donc voilà, c'est le kayao qui lui chante. Qui aurait-elle? Pourquoi je dis aurait-elle? Parce que celle qui l'intéresse, c'est normalement une jeune fille ou une femme. Qui aurait-elle une moustiquaire assez large pour m'héberger une nuit? Et l'autre, le deuxième, ce sont des échanges, le dernier, c'est des échanges entre un couple amoureux hors mariage. Justement, quand ils se quittent, la femme demande: si tu rentres chez toi, parce qu'il était de passage, si tu rentres chez toi, laisse-moi ta veste. Et l'autre répond: si tu as froid, contente-toi de te recouvrir avec la moustiquaire. Ma veste, je la rapporte, sinon ma femme sera jalouse. Et voici sur le mariage. Si vous lisez certains livres, surtout les guides touristiques, ils vous expliquent que traditionnellement, le mariage vietnamien, c'est 6 rites différents, successifs, selon tel livre, tel livre, tel livre. Depuis des millénaires, les jeunes filles, les jeunes gens, les jeunes filles du peuple, quand ils s'aiment, ils se marient comme ça. Donc, ce sont les riches qui accomplissent les rites de fiançailles et de mariage. Moi et toi et moi, on est pauvres, donc on se contente de partir ensemble. Et les deux suivants, ça peut être des chants alternés. Ça peut être le garçon qui appelle, toi la barque à l'arrière, parce qu'ils sont tous les deux sur des barques sur le fleuve, donc toi la barque à l'arrière, rame plus vite, je t'attends. Sinon, les rives seront sombres avec des buissons. Et l'autre qui répond positivement, je ramerai vite, pour qu'à nous deux, on forme un couple. C'est comme ça ce que j'appelle le Han Yao Yui, c'est-à-dire des chants pour se déclarer des sentiments amoureux. Le mariage. Ici, c'est un couple plus tourmenté. Comme c'est oral, il y a des versions qui sont plus ou moins fiables. Il y a une version qui dit, en vietnamien, "Mình nói dối ta", c'est-à-dire tu me mens, tu me fais un mensonge. Mais je pense que celle-ci est plus fiable, que tu m'as dit que, parce que c'est peut-être vrai ce qu'elle a dit, elle n'est pas encore mariée, mais par accident, par on ne sait pas quelle raison, elle a un enfant. Et il le découvre. Et quand il le découvre, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense? Il faut savoir que si on vous raconte la morale confucéenne, on vous dit que c'est très tabou qu'un garçon, un jeune garçon qui n'est jamais marié, se marie avec quelqu'un qui a perdu sa chasteté et de deux, qui a encore un enfant. Mais ici, puisqu'il l'aime, aucun problème. Et remarquez les derniers vers, ton enfant, donc biologiquement, il n'a rien à voir avec l'enfant, mais il le trouve beau et charmant, et puis il trouve que l'enfant te ressemble à moitié, et à moitié il me ressemble. C'est une déclaration d'amour, ça. Et donc, voilà, pour tenter de comprendre la culture vietnamienne, l'identité culturelle ou le mode de vie, les us et coutumes du Vietnam, il y a plus d'une génération d'auteurs, je vous ai montré une liste d'ouvrages tout à l'heure, qui se sont fondés sur le folklore et notamment sur les kayao pour essayer de comprendre l'identité culturelle populaire vietnamienne. Mais beaucoup d'entre eux ne sauraient échapper à cette critique pertinente émise par Phạm Việt Long, l'auteur d'un nouveau recueil commenté des kayao. Je vais vous montrer ça. Donc, Phạm Việt Long, c'est l'auteur du dernier, en bas de page. Et cet auteur a émis une critique comme ceci. Dans la présentation, la recherche sur les proverbes et les kayao
le modèle communément suivi est d'énoncer une assertion. Par exemple, dans les traditions, il y a l'inégalité homme-femme. La femme est toujours opprimée, malheureuse, etc. Par exemple, le Kayao dit que, on cite un Kayao qui parle des malheurs de la femme. Donc il dit, le modèle communément suivi est d'énoncer une assertion, prendre quelques unités de Kayao comme exemple pour en faire une preuve, puis analyser les exemples cités, enfin arriver à la conclusion. En fait, la conclusion est déjà préexistante à l'examen du document. Et il appelle ça une opération à l'envers. Mais ça se pratique beaucoup. Pham Viet Long donc, est le premier à tenter une démarche à l'endroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est constitué une base de données de proverbes et de Kayao avant de tenter l'approche quantitative pour trouver, par exemple, il a utilisé comme source celui-ci, l'un des plus récents, le trésor de Kayao des Vietnamiens. Ça s'appelle, c'est comme ça le titre. Il a utilisé cet ouvrage, donc ce recueil, qui contient en tout, qu'est-ce qu'il a dit, 11 825 Kayao. Donc dans ce recueil, il y a 11 825 Kayao répertoriés. Donc il en a compté avec son logiciel, il s'est doté d'un logiciel, et il a compté qu'il y en a 5 682 qui évoque les déclarations de sentiments amoureux entre garçons et filles, ce que j'appelais le Han Yao Yuen, le Kayao Yao Yuen tout à l'heure. Donc, s'il y en a 5 882 sur 11 825, ça lui fait 48%. Donc, ça lui permet d'affirmer avec certitude que Yao Yuen Nam Nữ, c'est-à-dire cet échange, ces déclarations de sentiments amoureux, est bien le thème prépondérant des Kayao. Donc il a tenté une approche quantitative. Il en a ainsi arrivé à des conclusions bien plus fiables et plus convaincantes. Par contre, il y a toujours le revers de la médaille. Si vous regardez, voici les catégories qui sont classifiées par Pham Viet Long. Et dans ces catégories, par exemple, il en a identifié la classification, c'est tout à fait subjective. C'est lui qui intitule, qui nomme les catégories comme ceci. Donc, il a essayé de les compter, mais si vous regardez la dernière catégorie, il appelle ça les poissons dans le Kayao, sur l'amour, le mariage et la famille. Le poisson, c'est un prétexte. Dans les Kayao, on parle des fleurs, des poissons, des oiseaux, de tout ce que vous voyez dans la nature autour de vous. Mais en fait, si vous recherchez par le logiciel les Kayao qui contiennent le mot poisson, il en a trouvé 320. Mais dans ces 320, il y en a qui parlent de mariage, il y en a qui parlent d'amour malheureux, il y en a qui parlent d'amour heureux, etc. Donc l'approche quantitative, c'est utile. Ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Par contre, mais ça lui permet quand même, par exemple, de compter combien de cas, dans combien de cas de Kayao parlant de mariage, par exemple, dans combien de cas les jeunes obéissent à l'autorité parentale et dans combien de cas ils s'y opposent, dans combien de cas ils sont perplexes, etc. Voilà. J'ai traduit par obéissance parce que c'est plus compréhensible. Lui, il dit qu'ils se conforment de leur propre gré. Mais bon, voilà. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre ça et ce qu'il appelle soumission. Donc, de cette approche quantitative, qu'est-ce qu'il a conclu? Il a conclu que les chercheurs soulignent, c'est pas seulement lui, mais d'autres chercheurs aussi, mais lui, il a des données quantitatives. Les chercheurs soulignent que les caractéristiques de la relation conjugale vietnamienne exprimées à travers les Kayao sont ce qu'il appelle Hoa Thuận, que je traduis par l'harmonie, et ce qu'il appelle Gắn Bó, que je traduis par l'attachement solidaire. Donc sa conclusion, c'est que
les caractéristiques essentielles de la relation conjugale vietnamienne, c'est l'harmonie et l'attachement solidaire. Qu'ils s'aiment, qu'ils essaient de vivre dans l'harmonie. Il a compté par exemple 258 kayao qui expriment l'attachement solidaire conjugal, 258, soit 2,4 fois plus que ceux qui expriment le contraire, 107. Donc 258 sur 107. Et il a compté que ces kayao qui expriment l'attachement solidaire conjugal, Gangwa, comme il dit, occupent 37,68% des kayao sur la vie conjugale, sur la relation conjugale. Donc, l'étude comparative basée sur les statistiques lui permet de constater que l'attitude prédominante de l'épouse est d'aimer et de chérir son conjoint. En vietnamien, thương yêu quý trọng. Et il conclut, les caractéristiques sont l'attachement solidaire dans l'harmonie, la tolérance et l'amour mutuel, où les femmes jouent souvent un rôle de médiation. Je voudrais qu'on jette un nouveau regard sur ce que j'avais mis où là. Bon, c'est pas ça du tout. Je ne sais plus où je l'ai mis, c'est pas grave. Les trois liens. Ça c'est moi. Parce que, c'est pas Viclam qui a analysé ça, mais c'est moi. Parce que dans le confucianisme, on parle souvent des trois liens tam cương. Et on dit rapidement, on dit sommairement, on dit quân thần cương, phụ tử cương, phu thê cương. Et on traduit en français par la relation entre. En fait, ce n'est pas la relation entre, c'est le lien qui relie le subordonné à son supérieur. Parce que, en précisant, quand on dit quân thần cương, c'est-à-dire le lien qui relie le sujet à son souverain, quân vi thần cương, c'est-à-dire le souverain est le modèle du sujet. Il faut que le sujet se conforme à son souverain. Et de la même manière, il faut que le fils se conforme à son père et il faut que la femme se conforme à son mari. Donc, par conséquent, la relation conjugale dans ces trois liens confucéens, c'est phu xướng phụ tùy. Ça veut dire le mari prend l'initiative et dirige, la femme suit et se conforme aux décisions du mari. Donc, c'est patriarcal et c'est hiérarchique. J'insiste sur l'idée de hiérarchie. Par contre, ce lien conjugal, quand il est réarrangé à la vietnamienne, le mérite une contribution importante de Phạm Việt Long est d'éclaircir ce qu'il désigne par theo nhau. Parce que, encore une fois, avec son logiciel, il compte les kayao qui contiennent le mot theo nhau. Donc, il a trouvé theo nhau, ça veut dire qu'on se suit l'un l'autre. D'accord? Et donc, il a compté et il a trouvé que dans la relation conjugale, dans la relation amoureuse et conjugale, il n'a pas beaucoup analysé la relation amoureuse, c'est surtout la relation conjugale. Donc, c'est la relation, il a analysé que c'est une relation réciproque et interdépendante des conjoints. Il a trouvé 44 kayao qui contiennent le terme suivre, mais ce n'est pas seulement la femme qui suit le mari, c'est aussi le mari qui suit la femme. Donc ici, c'est la femme qui suit son mari. Mais même en suivant son mari, ce n'est pas le suivre passivement, c'est le suivre par amour. Donc je vous ai laissé ici pour voir que c'était vraiment le suivre par amour. Et des fois, elle refuse de le suivre. Et ici, c'est le mari qui suit la femme. Si la femme sait bien se conduire, c'est son mari qui doit certainement la suivre. D'accord? Parce que quand il dit
j'ai essayé un petit jeu, je me suis amusée à faire traduire ça par ChatGPT. Et j'ai vu qu'ils s'embrouillent beaucoup dans les kayao. Pourquoi? Parce que les termes, les mots d'adresse en vietnamien, c'est très subtil. Ce n'est pas toujours comme certains chercheurs occidentaux le pensent, ce n'est pas toujours l'homme qui est un grand frère et la femme qui est une petite sœur ou jeune sœur. C'est des fois ta et mun, donc on ne sait pas. Et c'est des fois, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus subtil. Donc le ChatGPT là, il est complètement impuissant. Donc, ici, khuyên em đừng nghĩ đói nghèo. Donc, obligatoirement, c'est écoute-moi ma chérie. Écoute-moi ma chérie. Et puis, voilà. Donc, la femme qui est fâchée, qui s'en va, et son mari qui la suit pour la supplier de revenir. Et elle a bien voulu revenir. Et voici les conjoints qui se suivent l'un l'autre. Et j'attire l'attention sur justement ce qu'ils appellent le keng thung. Parce que keng thung, et ça se trouve souvent sous cette forme sudiste, keng thung, au lieu de kung thung. C'est le même mot. Hein. Mais c'est étymologiquement quoi? C'est étymologiquement les 3 liens et les 5 qualités permanentes, les 5 qualités constantes. Donc c'est toute la moralité confucéenne. Par contre, dans les kayao, dans 99% des kayao du Sud, quand on voit le mot keng thung, ça veut dire relation conjugale seulement. Au point où. Et puis on parle aussi de đạo keng thung ou đạo vợ chồng. Donc đạo, étymologiquement, ça veut dire, voici les sens les plus importants de ce terme, de cet idéogramme chinois. C'est la voie, c'est le principe que chacun doit suivre, c'est la vérité. Si à l'aube je peux écouter la vérité morale, le soir je meurs sans regret. C'est une citation très très connue. Et ça veut dire aussi la pensée, la théorie. Ça veut dire aussi, je ne l'ai pas noté ici, mais ça veut dire aussi le Tao dans le taoïsme. D'accord, c'est la voie quoi. Mais en vietnamien, quand on dit đạo vợ chồng, donc ça veut dire c'est la relation conjugale telle qu'elle se doit d'être. C'est l'idée de principe, d'accord. Mais la relation conjugale se dit aussi tình nghĩa vợ chồng. Et je vous ai expliqué que tình nghĩa, ce n'est pas seulement le sentiment et le devoir dans le sens cartésien des termes, mais c'est aussi que c'est très sentimental. C'est une relation qui vient du fond du cœur quand on parle de tình nghĩa. Donc on parle de tình vợ chồng, on parle de đạo nghĩa can thường. Je n'ai pas le temps, je vois que le temps passe, mais il y a un roman de Hồ Biểu Chánh qui s'appelle Nặng nghĩa can thường, et c'est une nouvelle réadaptation du Cid. Hồ Biểu Chánh a commencé dans sa jeunesse, c'était l'un de ses œuvres de jeunesse, la traduction du Cid. C'est le premier quoi qu'il a traduit. Et quand il l'a traduit pour la première fois, il a changé le titre, il a dit vậy mới phải, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Donc et c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il a changé la conclusion du Cid. Le Cid, vous connaissez tous. Et dans le Cid, c'est l'empereur qui promet une alliance dans le futur au couple amoureux. D'accord? Et lui, Hồ Biểu Chánh, au début, dans sa jeunesse, il trouve que c'est pas possible. C'est pas possible que la fille se marie à quelqu'un qui a tué son père. Donc c'est vraiment pas possible. Donc il a changé. Il a fait que, dans sa traduction réadaptée, la fille se suicide. La chimène vietnamienne se suicide et ne peut pas, ne peut pas se marier. Mais plusieurs années après, il refait une autre adaptation sous forme de prose du Cid, et là, il a changé d'avis. Là, il a laissé le couple se réunir. Et en plus, il a laissé son Rodrigue argumenter avec son père que j'ai rempli mon devoir envers le pays, j'ai rempli mon devoir envers toi, mon père, il faut aussi que je remplisse mon devoir envers ma fiancée. Donc, et finalement, c'est ce devoir envers sa fiancée auquel il tient le plus. C'est très très significatif de relire ce roman de Hồ Biểu Chánh.
Et donc, il y a plein de proverbes et de kayas sur cette relation conjugale, dont j'insiste seulement sur le premier, qui est très très connu, hyper connu. J'ai des classes mixtes d'étudiants vietnamiens et américains dans mes cours sur la famille, sur les traditions féminines, etc. Et j'essayais toujours de leur demander de redire en vietnamien des proverbes ou des kayas que j'ai déjà traduits en anglais ou en anglais. Et il y en a qui n'arrivent plus à traduire parce qu'ils ne savent plus. Mais le đồng vợ đồng chồng ưu thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, le premier, tout le monde le sait, même les plus jeunes. Donc c'est un proverbe qui est très très connu. Et quand on parle de consensus, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'égalité? C'est encore mieux que l'égalité, d'accord? Et c'est très très longuement traditionnel. On peut remarquer aussi que c'est des attitudes, parce que les tục ngữ, ce sont des constats. On constate que. Donc on constate des réalités très différentes. Il y a des femmes mariées qui se trouvent heureuses parce qu'elles sont mariées, il y en a d'autres qui se trouvent malheureuses parce qu'elles sont mariées. Voilà. Ou tout simplement contraintes, comme le dernier. Donc les kayas, il y en a beaucoup. J'attire l'attention peut-être sur le dernier. Et puis, voilà. Ce sont des kayas que j'ai pris un peu partout, pas seulement dans Pham Việt Long. C'est juste pour conforter son argumentation. Parce que moi, je pense que l'approche quantitative est très utile, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'approche qualitative, c'est-à-dire l'analyse des kayas, qui sont les plus communes, les kayas qu'on connaisse le plus. Voilà. Donc, la deuxième source que je sollicite dans la littérature oralement transcrite, ce sont les romans en homme. La qualité littéraire est très différente entre les écrits des lettrés de renom et ceux qui sont restés anonymes. Pourtant, les thèmes abordés, et notamment la description psychologique des femmes et des rapports hommes-femmes, à mon avis, restent très convergents. Je n'aurai pas le temps de vous parler des autres, mais je souhaite quand même garder un petit moment pour vous parler des... je surveille l'heure et je vois qu'il passe. Pour vous parler du Truyện Kiều, parce qu'on ne peut vraiment pas comprendre les relations hommes-femmes vietnamiennes sans comprendre ce chef-d'œuvre. Et comme c'est un chef-d'œuvre, il y a plein de choses à en dire. On ne pourra pas en explorer toutes les richesses, mais seulement quelques aspects, souvent, je pense, souvent méconnus dans les relations amoureuses et conjugales. Le seul élément que je voudrais analyser aujourd'hui, c'est que l'héroïne Thuy Kiều, si vous connaissez pas l'intrigue, vous pouvez le trouver partout, Google ou partout. J'analyse seulement un aspect. L'héroïne Thuy Kiều connut plus d'un amour, en tout 3 amours, à différents moments de sa vie. Donc, son premier amour avec Kim Trọng, un jeune lettré de bonne famille, beau garçon, qu'elle rencontra lors d'une promenade au printemps quand elle sortait accompagnée de son frère et de sa sœur. Dès le premier regard furtif, un amour coup de foudre, son cœur a tressailli avec tout le romantisme d'un cœur juvénile et une anxiété vague pour un avenir incertain, mais aussi avec toute la vigueur et une initiative. Regardez l'initiative. Elle a vu et le soir, elle se demande người đâu gặp gỡ làm chi, c'est trop beau en vietnamien pour être traduit. Donc vous regardez la traduction, mais moi je préfère le citer en vietnamien parce que c'est vraiment trop beau en vietnamien, quoi. Et même maintenant, ça fait toujours vibrer le cœur des jeunes, même maintenant. C'est un roman qui a été rédigé au début du 19e siècle. Et puis le jeune homme aussi. Mais le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé près de chez elle pour tenter de la voir. 2 mois se sont passés, impossible, d'accord? Et c'est qui a pris l'initiative? C'était elle.
elle a fait exprès d'oublier un petit bijou pour qu'il puisse le retrouver et pour que cela serve de prétexte à la première rencontre. Et dès la première rencontre, il lui demande « Est-ce que vous pouvez me promettre qu'on se marie ?» Alors la jeune fille commence par dire « Ouais, je suis encore trop jeune, je suis trop petite, ce sont mes parents qui en décident, etc. » Il a suffi qu'il insiste un petit peu pour qu'ils s'échangent des souvenirs. C'est-à-dire, c'est synonyme d'une promesse, d'accord, et d'une promesse gravée sur l'or, mieux que sur l'or ou sur la pierre, d'accord. Quand on parle de promesse gravée sur l'or ou sur la pierre, c'est à vie. Et ensuite, c'est elle, une deuxième fois, qui prend l'initiative de préparer, comme dit mon traducteur, j'utilise la traduction de Nguyen Khắc Viễn, comme dit mon traducteur, elle a préparé quelques fruits et quelques friandises pour venir le voir. Donc, voici comment elle a, encore une fois, une petite clôture barrait le chemin, elle la souleva, c'est pas assez fort. L'original vietnamien est beaucoup plus fort, c'est-à-dire vraiment un acte fort, quoi. Une initiative très déterminée pour se faire un chemin. Entre les deux maisons, il y avait un petit barrage, une petite barrière, elle a enlevé la barrière elle-même. Et c'était le soir, hein, c'était la nuit. Hein. Il faut savoir que même maintenant, au Vietnam, il y a toujours des bonnes familles, dit-on, qui empêchent leurs filles de sortir le soir après telle heure ou de pas rentrer ou de rentrer avant telle heure, etc. quoi. Mais c'était au XIXe. Et voilà. Le dernier vers a beaucoup embarrassé les commentateurs parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir que Hoang, ce n'est pas la jeune fille, et ça ne peut pas être le jeune homme non plus, donc c'est mon traducteur, enfin le traducteur il l'a traduit par la fleur d'amour, d'accord. Donc c'est elle qui prend l'initiative de le retrouver chez lui. Ils ont, la première fois qu'elle est allée le voir, ils se sont échangés seulement des poèmes. Elle a écrit des poèmes, etc. Et puis le temps passe, elle rentre. Elle rentre, elle voit que ses parents ne sont pas encore rentrés de leur voyage, donc elle repart, elle ressort une deuxième fois, et c'est cette fois-là, en pleine nuit, qu'elle lui joue de la musique, qui se prête serment et tout, et enfin elle rentre. Une troisième fois, c'est Kim Trọng qui reçoit la nouvelle qu'il doit partir pour voir son oncle, etc. Donc c'est lui qui vient la voir. Donc en une seule nuit, ils se sont vus 3 fois. Elle devait avoir 15 ans, la jeune fille de bonne famille. Et donc ici, c'est les serments. Vous pouvez retrouver les traductions partout. Hein. C'est juste pour vous faire, pour vous donner envie de découvrir. Je n'aurai pas le temps de vous laisser lire, mais ce que je voudrais insister, c'est que quand finalement les parents le savent, les parents ne le savent que après la décision de Thuy Kieu d'aller se faire concubine pour avoir une grosse somme d'argent pour sauver son père et son frère. Et donc elle ne peut plus tenir la promesse à son promis. Donc elle a demandé à sa sœur de la remplacer. Et voici ce que disent les parents de cet amour dont ils ne savaient absolument rien auparavant. Tu nous as laissé des recommandations, dû la pierre s'user, elles seront pour nous la règle d'or. C'est-à-dire ses parents respectent cette alliance qu'elle s'est nouée elle-même par amour de son cœur. Donc ne vous laissez pas raconter des choses sur le confucianisme, etc., au Vietnam. Il existe, mais il existe aussi autre chose. Et en allant se marier, je n'aurais vraiment pas le temps, mais
je voulais faire une parenthèse importante pour clarifier un malentendu trop facilement répété. On dit souvent que Twikeo sacrifia son amour à l'autel du devoir de piété filiale et qu'elle dut se vendre comme prostituée, croit-on, pour sauver son père. Pas du tout. Et voici, je pense, une différence importante entre Nguyen Du et son original. D'habitude, il ne change rien dans le récit, dans l'intrigue. La nouveauté de son ouvrage, c'est la psychologie des personnages. D'accord? Mais quand il change des détails, c'est toujours significatif. Et voici le premier changement important de Nguyen Du par rapport à l'original. Dans l'original, quand Twikeo, j'abrège, mais quand Twikeo prend l'initiative de se proposer, laissez, je me vendrai et je rachèterai la liberté des miens. Elle parle de piété filiale, évidemment. Mais l'auteur a cependant bien décrit l'émotion causée par la torture de son père et de son frère et la détermination dans son initiative. Quand le père rentrait chez lui, apprit à quel prix sa liberté fut acquise, il voulut mettre fin à ses jours. Et c'est comme ça dans l'original aussi, il voulait se suicider. La différence, c'est que dans l'original, pour consoler son père, l'héroïne débitait des truismes qui soulignaient le peu de valeur de sa destinée féminine. Moi, je ne suis qu'une fille, donc ce n'est pas important. Pas du tout. La Twikeo vietnamienne, elle dissuada son père du projet de suicide en analysant la situation. Et je vois que même mon traducteur, enfin même le traducteur Nguyễn Khắc Viện, que c'est l'une des meilleures traductions que j'ai jamais connues, mais ici je ne suis pas d'accord. Parce que si vous regardez l'original, c'est Thà rằng liều một thân con. Il n'y a aucune idée de ma modeste personne. Et il n'y a aucune idée de sacrifier. Liều, ça veut dire que je vais risquer ma vie, parce qu'il n'y a pas que le choix, il n'y a pas le choix, il n'y a aucun choix. Donc, je propose une traduction plus proche de l'original. Il vaut mieux risquer ma seule personne, một thân con, ma seule personne, c'est-à-dire moi, je vais prendre le risque pour toute la famille. Et donc, même si une fleur est lacérée par le vent, il n'y a pas du tout l'idée de peu importe. Il n'y a pas peu importe, il y a hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây. Donc ça veut dire, même si une fleur, donc moi, est lacérée par le vent, mais l'arbre restera vert. C'est-à-dire toute la famille est préservée. Pour moi, c'est, comment dire, c'est, je croirais entendre une sœur aînée vietnamienne qui prend en charge toute sa famille en difficulté. Le proverbe vietnamien dit ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Ça veut dire il vaut mieux avoir une fille aînée que d'avoir de bonnes rizières et une bufflesse. Une bufflesse, ça donne des bufflons. C'est-à-dire ce sont des richesses. Mais il vaut mieux avoir une fille aînée parce qu'en haut besoin, la fille aînée, elle peut sauver toute la famille. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ça l'idée qui est reprise, la tradition qui dure jusqu'à maintenant. On avait parlé des femmes du delta du Mékong qui allaient se marier à des Taïwanais ou à des Coréens. Et on n'a même pas, pas parlé, mais on a évoqué très brièvement les prostituées. C'était pareil. Ce n'est pas se sacrifier parce que la femme n'est pas importante, c'est prendre en charge la famille dans une difficulté où il n'y avait pas le choix. C'était ça l'idée. Donc, elle a vu son amour brisé. Je crois que cette fois-ci, je suis vraiment coincée par le temps. Mais son deuxième amour, c'est quand elle est déjà une prostituée. Un outil usé, abusé par on ne sait combien de clients. Et pourtant, elle a trouvé l'amour avec Thuksin. Et c'est un amour heureux dans leurs relations sexuelles. Et c'est heureux dans leurs échanges d'esprit aussi. Ils s'échangeaient des poèmes, ils écoutaient de la musique ensemble, etc. etc. Et quand Thuksin lui demande
que cela se transforme en relation conjugale, c'est-à-dire Turchin lui demande de se marier avec elle, elle a, ça c'est l'amour sexuel heureux. Et ensuite, quand Turchin lui a demandé de se marier avec elle, elle a commencé par émettre des doutes. Elle a dit, peut-être qu'il vaut mieux que je reste ici, sous votre toit, tête basse, je vivrai, plus cruelle me sera. La jalousie caustique, plus cruelle me sera la jalousie caustique d'une femme que la fournaise où je suis. C'est-à-dire, si votre femme est jalouse, je serai encore plus malheureuse. Et elle lui a conseillé ce qu'il fallait faire pour espérer une alliance sereine. Donc, elle a pris l'initiative de lui montrer les problèmes dans l'avenir, elle lui a montré les solutions à faire, elle a insisté, thương nhau xin nhớ lời nhau. Au nom de notre amour, retenez mes paroles, c'est-à-dire faites ce que je vous dis de faire. Encore une fois, suivez-moi, suivez mes conseils et on sera peut-être tranquille. L'autre ne l'a pas suivi, donc elle a été malheureuse à cause de la jalousie de sa femme. D'accord ? Mais ici, j'ai cité la séparation parce que ce sont les plus beaux vers pour décrire la séparation d'un couple mari et femme. Et son dernier amour, c'est avec un pirate qui est en même temps un héros éminent, un héros exceptionnel. Et avec Từ Hải, le héros, c'est un amour, c'est une union de l'esprit et du cœur. Leur cœur et leurs esprits étaient en parfait accord. D'accord ? Et pourtant, quand il retrouve son premier promis, Kim Trọng, son premier amour, c'est Kim Trọng qui lui dit chữ trinh kia cũng có 3-7 đường. Encore une fois, chữ trinh, c'est la chasteté. Et la chasteté, ça doit être préservé à un seul et unique homme, votre mari. D'accord ? Elle en a connu, ne parlons pas de son passé de prostituée, on peut dire que c'est la situation extérieure. Mais c'est 3 amours. Cela n'empêche pas Kim Trọng de lui dire que nulle poussière n'a pu souiller votre personne. D'accord ? Mais elle ne fait pas qu'accepter passivement ce don généreux de Kim Trọng, même si Kim Trọng est l'amant très généreux. Elle ne l'accepte pas. Elle dit, il ne me reste qu'un brin de pureté. Et encore une fois, pureté, et qu'est-ce qu'il a dit ? Fidélité. Ce sont les prouesses du traducteur pour traduire un seul mot, la chasteté. Parce qu'en langage cartésien, c'est inconcevable de dire la chasteté, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Donc il a dit la fidélité, il a dit la pureté, etc. Mais c'est elle qui lui demande, il me reste encore ce brin de pureté que je le sauvegarde. Donc elle lui propose d'être amis et non pas couple, d'être amis sans relation sexuelle. Et lui, qu'est-ce qu'il répond ? Ça, c'est la fidélité masculine, que je ne t'en respecte que davantage. Et si je t'ai cherché pendant si longtemps, c'est par fidélité. Donc, encore une fois, la fidélité féminine, très librement interprétée, comprise par Kim Trọng, est répondue en réciproque dans la réciprocité par la fidélité de Kim Trọng, la fidélité masculine. Et il dit, il n'y a pas besoin de partager le même oreiller pour s'accorder ensemble comme harpe et guitare. Harpe et guitare, encore une fois, c'est relations conjugales. On peut avoir des relations conjugales, ne se contente pas d'être amis, on peut avoir des relations conjugales même sans partager l'oreiller. Voilà. Et Thúy Kiều dit que c'est l'honneur de toute ma vie qui tient à cette nuit. D'accord ? Je dois vraiment
conclure sur ce premier point pour en passer au second. Souvenons-nous quand même du professeur Trần Quốc Vượng qui s'est obstiné à affirmer le peuple vietnamien a la tradition de respecter les femmes. Dân tộc Việt Nam có truyền thống tôn trọng phụ nữ. Donc ce qu'on désigne dans la littérature classique des lettrés sous forme de trinh tiết, chasteté ou de đức hạnh, vertu, par laquelle les femmes méritaient le respect, ce ne fut jamais qu'une membrane de l'organe sexuel, mais que le concept tenait bien compte de la dignité féminine, du sens de l'honneur féminin. Et quand les Vietnamiennes de familles paysannes comme de familles de lettrés observaient la fidélité amoureuse ou conjugale, on parle de Chung Thủy. C'est un terme sino-vietnamien qui signifie étymologiquement pareil du début à la fin, mais en fait, ce n'est pas seulement le devoir de rester pareil du début à la fin. On ne peut pas être pareil du début à la fin, mais on peut rester Chung Thủy quand même. Et c'est ça que la manière dont les Vietnamiens ont été d'accord, ont eu le consensus pour remanier de beaucoup, radicalement à mon avis, l'éthique confucéenne. Et je fais quand même remarquer que cette analyse ne vient pas nier toutes les contraintes et les oppressions patriarcales, non seulement dans le Vietnam traditionnel, mais encore dans le Vietnam contemporain. C'est juste pour compléter une vision pas trop simpliste des réalités socio-culturelles. Il me reste quelques minutes pour vous parler du présent, c'est-à-dire de l'histoire du présent. Et je ne vais plus citer d'exemples ni de vous démontrer quoi que ce soit parce qu'on en a parlé aussi dans le dernier cours « Être vietnamienne au XXIe siècle ». Juste un petit complément. La dernière fois, je vous ai dit que dans les audiobooks, je n'ai pas trouvé de divorce. Dans les derniers audiobooks que j'ai continué à écouter, j'en ai trouvé par contre beaucoup. Je pense que ça commence à être pris en compte parce que dans un premier temps, j'ai surtout cherché à écouter ceux qui ont totalisé le plus grand nombre d'auditeurs. Et pour ce faire, j'ai choisi des audiobooks qui ont été mis en ligne depuis 1 ou 2 ans. Depuis 1 ou 2 ans jusqu'au moment où je consulte, c'est-à-dire il y a déjà 2 ans. Et dernièrement, j'ai consulté ceux qui, encore une fois, c'est le rating qui m'a attiré. Il y a des audiobooks qui sont mis en ligne depuis seulement 2 mois et qui ont totalisé plus de 300 000 vues. D'accord ? Donc, ce sont ceux-là que j'ai vus, que j'ai écoutés. Et, comme par hasard, c'est 4 sur 5 où il y a des divorces. Des divorces bien assumés, bien expliqués, presque aussi bien expliqués que mes témoins réels me l'avaient expliqué. Je vous avais dit que tous mes témoins, tous sans exception, ont soutenu le divorce. Quand vous verrez les conférencières du prochain colloque, il y en a parmi elles plein de cas de divorce réussis, de divorce où après elles deviennent beaucoup plus heureuses. Et c'est ce qui apparaît aussi dans les derniers audiobooks que j'avais écoutés ces derniers jours. C'est un complément. Donc, pour la situation actuelle, j'en arrive à la conclusion. Il y a des obstacles, il y a toujours des obstacles et de nouveaux défis. Il y a des impacts toujours visibles de ce qu'on pourrait appeler la nationalisation et la révolutionnarisation des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mobiliser les femmes pour la nation, pour la révolution. C'était jusqu'au passé récent, c'était comme ça. Maintenant, on ne les mobilise plus pour les causes nationalistes ou révolutionnaires, mais on les mobilise pour le développement et au service d'une course effrénée à la compétition. La compétition se réduit souvent à un enrichissement matérialiste la plus trivialement utilitaire et égocentrique. C'est ça le nouveau défi, à mon avis.
Les problèmes post-guerre sont inégalement et insuffisamment pris en compte. Des questions importantes restent tabous, difficiles à évoquer, encore moins à analyser pour chercher à résoudre. Par exemple, les questions de la réconciliation et de la conciliation nationale, la reconnaissance des traumatismes pendant et après les guerres. Et le troisième obstacles et défis que j'ai identifiés, ce sont les effets négatifs de la globalisation et du capitalisme sauvage, d'un développement insuffisamment régulé de l'économie de marché et en conséquence une coalition mafieuse entre le pouvoir politique et l'argent, ayant comme résultat des forces malfaitrices omnipotentes, des violences incontrôlables à tous les niveaux, y compris dans les institutions de la santé et de l'éducation. Le poids du passé, il existe toujours, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le totalitarisme aggrave la hiérarchie patriarcale. Les traditions ont bon dos et sont souvent accusées comme une sorte de déterminisme socio-culturel. C'est depuis des millénaires que c'est comme ça, c'est depuis des millénaires que les femmes sont opprimées, malheureuses, qu'elles souffrent, etc. etc. Et c'est ce que j'appelle le passé à bon dos. On est forcé de noter une perte et une corrosion des valeurs cohésives de la famille et des communautés, y compris des communautés nationales ou de solidarité internationale. Il y a de multiples ruptures et amnésies dans la mémoire collective. Les jeunes ne savent pas parce qu'on ne leur apprend pas, parce qu'il n'y a aucune source pour les informer. Ils ne savent rien de certains éléments importants du passé récent et du passé plus lointain. C'est ce que j'appelle les ruptures et les amnésies. Il y a le désengagement étatique pour l'enseignement et la santé, donc une inégalité accrue, des déficiences, d'une formation, une éducation inadéquate qui amène à l'exode éducatif. On appelle ça en vietnamien tệ nạn giáo dục. Donc, dans l'ensemble, une désintégration de la société, une désagrégation de la famille et des liens naguère privilégiés, comme le respect de l'âge, le respect des enseignants, la sollicitude pour les communautés en position de faiblesse. Tout ça, ce sont les obstacles et les défis. Pourtant, il y a des tendances positives. L'éducation est forcément plus ouverte aux échanges et à la mobilité des enseignants comme des élèves, des étudiants. Il y a une ouverture sur le monde, des contacts avec d'autres pays, d'autres cultures. Il y a l'Internet, le cinéma, la traduction des productions artistiques et culturelles, etc. Il y a aussi, surtout depuis le Covid, des communautés virtuelles, transnationales et internationales. J'ai été sollicitée par des communautés de Vietnamiennes aussi bien dans le pays que dans différents pays du monde, qui se rejoignent sur des forums virtuels, des contacts directs avec les personnes, le développement de la société civile, on en a parlé aussi la dernière fois, avec de multiples activités communautaires. Et de tout cela émergent des possibilités de nouvelles relations de genre. Si on doit conclure sur les quelques caractéristiques qui me semblent essentielles pour les jeunes, j'en ai retenu 3. Il y a plus d'opportunités et plus de choix, c'est évident, mais il y a aussi la pression de la compétitivité. Il y a des conflits entre les valeurs matérielles et les valeurs morales, intellectuelles, spirituelles. Dans les audiobooks, on voit ces conflits de manière très très évidente. Pour le moment, jusqu'à maintenant, ces audiobooks concluent sur les valeurs morales et intellectuelles. Mais pour combien de temps encore ? Ça, c'est une question. Et il y a la croissance des divorces, des familles monoparentales, des violences intrafamiliales et au sein des communautés. Il y a surtout le difficile équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Beaucoup de jeunes m'en parlent comme la pression la plus pesante pour eux. Et il y a aussi ce que mes collègues enseignantes et activistes, militantes,
déplore, comme ce qu'elle appelle, des féminismes inefficaces, voire nocifs. J'avais cité des exemples, mais je n'ai plus le temps. Donc, 3 constats concernant la société et les jeunes: plus de liberté et de diversité, mais aussi une plus grande perplexité et de grande pression. Deuxième constat, les communautés sont moins normatives, mais aussi plus fragilisées. Et dernier constat, l'inclusion sociale demande plus de connaissances et de compétences appropriées, y compris les compétences nécessaires pour se développer de manière adéquate. Donc, spécialement pour les relations de genre, 3 constats également. Premier constat, l'inégalité persiste. Elle s'amoindrit sur certains aspects, mais s'aggrave sur d'autres. Deuxième constat, le progrès n'est pas linéaire, c'est-à-dire il y a des choses qui étaient beaucoup plus claires dans les esprits, des problématiques qui étaient bien mieux analysées dans la première moitié du XXe siècle, par exemple. Et troisième constat, le passé a bon dos. Mais pour moi, les problèmes fondamentaux sont ceux du présent et du futur. Le plus grand dilemme pour les femmes et pour les jeunes en général, c'est comment être soi-même tout en vivant dans l'interdépendance et en harmonie avec les autres. Parce que tout ce que la tradition nous apprend, c'est que le moi, l'individu, ne saurait s'affirmer à l'extérieur, encore moins en opposition avec cette coexistence harmonieuse avec les autres. Je pense que c'est ce que nous apprend la tradition vietnamienne de plus précieux à préserver. Donc, c'est cela qui justifie le thème que j'avais arrêté pour le colloque qui va clore cette série, créativité et engagement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis créativité en avant plus que l'engagement. Parce que l'engagement, il y est toujours, mais si on n'est pas assez créatif, l'engagement ne pourra pas être efficace. Je vous remercie infiniment.